Bonjour à toutes et à tous. Merci encore Mounira pour l'invitation. Merci Isabelle. Je vais vous parler en fait de l'évolution sur laquelle nous travaillons principalement avec les plateformes d'experts dont vous a parlé Elena, qui regroupe en ce qui me concerne beaucoup de travaux avec le groupe Finance Initiative du programme Environnement des Nations Unies, où depuis à peu près 7-8 ans, nous développons des réflexions sur la prise en charge des impacts climatiques sur le financement de l'immobilier et des infrastructures urbaines. Alors, la bonne nouvelle, c'est que moi, je vais faire un peu d'ethnocentrisme, c'est-à-dire que le climat peut changer, la Terre ira bien, elle n'explosera pas, tout va bien se passer pour elle. Par contre, il est probable qu'une des espèces qui est sur Terre et bien d'autres avec elle ait quelques difficultés dans ses conditions de vie, voire de survie. Donc, si vous voulez, notre approche au niveau du programme, elle est extrêmement simple. C'est qu'il faut réfléchir sur le pourquoi des villes, le pourquoi de nos infrastructures et qu'est-ce que nous souhaitons obtenir avec ces villes. On ne fait pas des villes uniquement pour faire de la rentabilité financière. Je l'espère en tous les cas. C'est évident que dans notre rôle, principalement la Caisse des dépôts et consignations, notre rôle d'intérêt général, c'est de se préoccuper du bien-être humain. Alors je l'ai simplifié, vous le voyez là extrêmement simplement, avec des notions de besoins vitaux, se nourrir, respirer, l'expression des capacités, c'est-à-dire notre manière de pouvoir faire ce que nous sommes capables de faire, les nécessaires informations et échanges d'informations avec le milieu et les interactions entre êtres humains. Donc, si je le transfère sur ce que peut être une ville, vous voyez, c'est avant tout un métabolisme, c'est une structure dynamique. Il est hors de question aujourd'hui de continuer à penser la ville comme une structure statique, comme ça a pu l'être le cas il y a un siècle, où on réfléchissait sur une structure statique à l'équilibre. La ville n'est absolument pas cela, c'est un métabolisme dynamique. C'est une structure de non-équilibre et évidemment, il faut penser la ville comme quelque chose qui va évoluer, qui a évolué et qui continuera à évoluer. Et ça change complètement notre approche et notre réflexion sur l'urbanisme et le financement des infrastructures. Donc, on a parlé de conception résiliente, comme vous le voyez là. C'est bien cet effet-là, c'est-à-dire la capacité d'adaptation de nos villes. Alors, la bonne nouvelle, quand on parle de cette approche-là, c'est que on va penser résilience, flexibilité, dynamique. On va penser qualité, c'est-à-dire le service rendu à l'être humain qui est dans la ville, dans le bâtiment, pour y travailler, pour y vivre. On va parler de qualité d'ambiance intérieure, on va parler de qualité architecturale, et on va parler fiabilité, accessibilité. C'est-à-dire combien de temps je mets à me déplacer, à quel niveau d'information je peux avoir accès, quelles sont les interactions auxquels je peux avoir accès. Et donc cela concerne, comme vous le voyez là, le déplacement, les flux d'énergie, les flux de données et les flux d'interaction physique, sociale au sein d'une ville. Alors le grand changement quand on bascule sur le métabolisme urbain, c'est qu'effectivement on ne s'intéresse plus à des données qui étaient beaucoup développées dans les années 70 sur les aspects de trafic, de vitesse, mais bien à la qualité des espaces. On va travailler sur des systèmes multiscalaires, sur des systèmes dynamiques, on s'approche beaucoup de la mathématique des fractales, et on va oublier le réductionnisme et le simplisme pour prendre en compte la complexité d'une réflexion multiscalaire et dynamique. Donc, les travaux sur lesquels nous réfléchissons en ce moment, c'est de refaire une sorte de biomorphisme et de reprendre les lois de développement en morphogénèse appliqué à du métabolisme urbain. Et de manière assez évidente, on retrouve aujourd'hui à peu près les mêmes lois de développement dans une ville résiliente que dans ce que vous voyez là, qui sont différents systèmes vivants, arbres, systèmes sanguins, réseaux neuronaux, qui sont des réseaux résilients. Donc on peut travailler sur l'optimisation de la ville. L'optimisation de la ville, c'est la capacité d'investir des fonds dans la ville de manière efficiente, c'est-à-dire en réfléchissant au meilleur impact possible pour les citoyens qui vont y habiter, tout en ayant aussi une création de valeur. Donc l'objectif ici n'est plus de faire de l'extraction de plus-value à court terme, c'est-à-dire de faire un coût à court terme, je finance quelque chose
je gagne de l'argent et je ne m'occupe pas de la suite, mais bien de se placer dans un environnement dynamique où on va générer de la valeur à moyen long terme. Donc vous voyez, c'était un peu l'idée des réseaux. Donc on va travailler sur du multi-échelle. Là, c'est des travaux qu'on a menés avec les Nations Unies et le Sustainable Building Alliance Programme. C'est travailler sur la complexité des échelles qui s'emboîtent les unes dans les autres. Donc on va partir des composants industriels du bâtiment, des composants industriels d'une infrastructure, pour aller les intégrer dans les systèmes en opération, des systèmes qui seront utilisés, des externalités de la vie, du bâtiment, dans la morphologie urbaine. Et ceci doit s'intégrer avec 3 autres dimensions. Donc on est sur des systèmes multiscalaires à 3 dimensions, à savoir le temps, l'intégration spatiale, l'intégration dans la localisation géographique et l'intégration avec les parties prenantes, puisqu'il s'agit bien de faire évoluer la réflexion des parties prenantes. Donc quelques constats pour vous dire qu'il s'agit là de quelque chose d'effectivement très efficace. C'est d'abord un travail sur les aspects de transition énergétique par rapport à l'efficience des villes. Vous voyez, c'est déjà des réflexions sur consommation, densité, extension de la ville et l'élasticité d'une extension de ville par rapport à la consommation énergétique. Donc on voit bien que des petites et moyennes villes n'ont pas du tout la même élasticité, c'est-à-dire que si vous les faites croître, leur croissance sera beaucoup plus coûteuse que de densifier des villes de grande taille aujourd'hui. Donc une réflexion à mener sur le développement territorial au niveau national. Un second élément, c'est l'intensité énergétique, c'est-à-dire que vous avez une image de l'intensité énergétique à Paris, par exemple. Vous voyez que le travail que nous menons, c'est de réfléchir sur où est-ce que l'énergie doit être disponible. À quoi sert l'énergie? L'énergie est dédiée à un certain nombre d'interactions. Et effectivement, comme on le voit là, l'intérêt de ces travaux, c'est par exemple de regarder la corrélation entre l'énergie consommée et la création de PIB, de produit intérieur brut, sur une zone géographique donnée. À Londres, par exemple, on produit 25% du produit intérieur brut de la ville de Londres, 12% du produit intérieur brut de l'Angleterre, sur à peu près l'équivalent de 1 km². Donc c'est bien à cet endroit-là qu'il faut de l'énergie pour que les gens se rencontrent et qu'il y ait 2 interactions. Pour oser une image un petit peu, si j'avais une approche, je dirais, radicale de la réduction de consommation énergétique sur votre métabolisme, sur votre corps humain, la première chose que j'attaquerais, c'est la diminution de consommation d'énergie sur votre cerveau, puisqu'il consomme 80% de l'énergie que votre corps consomme. Réaction basique. La question que je vous pose, c'est est-ce que c'est bien cela qu'il faut faire? Il semblerait que les lois d'évolution aient plutôt concentré l'énergie vers le cerveau qui produit de l'information en diminuant la consommation énergétique liée au flux et liée aux organes nécessaires à notre vie. Donc vous voyez, on est bien sur 2 développements, c'est-à-dire est-ce que vous voulez travailler sur une réduction globale, et le métabolisme qui travaille sur une réduction globale de l'énergie, c'est le dinosaure, hein, puisque le dinosaure avait un cerveau extrêmement petit, puisque sa consommation énergétique globale était répartie sur l'ensemble de son corps. Donc vous voyez, je fais des images un peu osées, mais penser la ville comme un métabolisme, c'est se dire que l'énergie doit être appliquée là où il y a une nécessité d'avoir une consommation liée à l'activité humaine, en mesurant cette activité humaine à travers des potentiels de production, de création de valeur et d'emploi. L'autre élément, je ne vais pas trop m'étendre sur celui-ci, c'est que la compacité, ce n'est pas du tout la verticalité. C'est le contraire. La compacité, c'est d'éviter la fragmentation, c'est d'avoir des quartiers denses. La Médina en est un exemple d'une très forte densité. Le Paris, pour vous donner un autre exemple frappant, il y a le quartier le plus dense de Paris, n'est en aucun cas les tours de la Défense, mais des quartiers haussmanniens dans le 9e arrondissement, où on a un facteur 4 entre la densité de la Défense et la densité du Paris haussmannien. Vous voyez, la densité n'est pas du tout la verticalité. Ceux qui prônent cette verticalité sont souvent des promoteurs qui disposent d'un terrain où effectivement, quand vous contrôlez un terrain, la densité sur un terrain, quand vous montez en hauteur, peut être extrêmement élevée. Mais quand vous regardez au niveau d'un quartier, cette densité disparaît totalement et est annulée par la nécessaire disposition de l'espace qui implique
d'avoir des espaces libres autour des tours et qui rend cette densité très faible. L'autre aspect, c'est d'avoir des mailles de diffusion des flux, qu'ils soient en sous-sol, énergétique, eau, ou sur les rues, la diffusion, la capacité de se déplacer dans les rues, qui est extrêmement importante et qui doit encourager des trajets courts, puisqu'on a un levier extrêmement fort sur des mailles urbaines qui doivent être hiérarchisées. C'est-à-dire ne pas faire surtout ce qui a été fait en Chine avec ce qu'ils ont appelé les super blocs, avec des blocs d'1 kilomètre par 1 kilomètre, avec des stations de métro tous les 3 kilomètres. On voit que cette tentative, je le dis d'autant plus facilement que la Chine a totalement renversé sa méthode de production urbaine et a abandonné ces super blocs pour les redécouper en quartiers avec des mailles plus fines. Donc pour vous donner quelques exemples, on voit que vous pouvez gagner beaucoup d'argent, puisque travailler sur cette approche de densification, c'est diminuer vos coûts d'infrastructure. Ce qui veut dire aussi travailler sur les politiques fiscales de taxation immobilière ou de taxation foncière avec les gouvernements concernés, puisque à partir du moment où vous travaillez sur une densification, vous diminuez le coût des réseaux qui doivent être connectés sur votre bâtiment. Donc là aussi, une nouvelle conversation à engager entre un développeur immobilier et le gouvernement de la ville ou du quartier dans lequel il se trouve. C'est-à-dire qu'il participe, un développeur immobilier participe soit à un coût colossal de développement de l'infrastructure, soit diminue ce coût d'infrastructure, et cette conversation doit obligatoirement s'engager, puisque vous voyez les ratios entre les coûts d'infrastructure et les densités. Autre aspect également, c'est de travailler sur la diminution de la demande énergétique en travaillant sur des énergies en cascade, en utilisant le stockage. Exemple extrêmement simple sur lesquels on a pu voir des exemples à Rotterdam, où l'énergie de climatisation qui produit de la chaleur, un climatiseur n'est rien d'autre qu'un appareil qui éjecte la chaleur vers l'extérieur, pour faire simple, au lieu de dépenser de l'électricité pour éjecter la chaleur vers l'extérieur, la chaleur est au contraire dissipée dans un stockage en sous-sol qui permet d'utiliser cette chaleur pour réchauffer en mi-saison les appartements en proximité. Double impact. 1, vous ne consommez plus d'électricité, et 2, vous ne consommez plus de chauffage pour chauffer les logements. On peut avoir ce type de réflexion, comme on l'a vu avec des collègues, sur l'utilisation de la chaleur fatale dans l'industrie et la récupération de chaleur fatale pour la réintégrer dans le process. Je crois que nos collègues nous en parlaient sur de l'industrie. On arrive à des choses assez intéressantes où on a donc du coup la possibilité de diminuer de 80% les besoins énergétiques à partir du moment où on ne rejette plus cette chaleur fatale vers l'extérieur, qui est doublement coûteuse et évidemment génératrice d'émissions de gaz à effet de serre. Donc si je reviens au bâtiment, les choses sont assez simples. Je vous ai mis là l'exemple français de la consommation. En général, les réglementations européennes s'intègrent au bloc que vous avez en vert, qui concerne les réglementations thermiques et les bâtiments dits basse consommation. Donc on est sur des bâtiments qui vont aujourd'hui, selon la réglementation française, sur l'usage chauffage, ventilation, climatisation, être entre 40 et 65 kWh primaires. Primaire, j'insiste bien, ce n'est pas l'énergie finale que vous mesurez sur votre compteur, c'est l'énergie qu'il a fallu utiliser pour produire l'électricité au niveau de la centrale. Pour vous donner un simple ordre de grandeur, pour avoir 1 kWh d'électricité sur votre maison, il a fallu consommer 3 kWh d'énergie primaire. Le ratio est à peu près celui-là, puisque c'est un système thermodynamique dit de Carnot. Vous faites chauffer de l'eau chaude, vous en faites de la vapeur, et la vapeur, vous la turbinez pour faire de l'électricité. Donc il faut 3 kWh primaires pour faire 1 kWh final. Donc ça veut dire que si on raisonne en énergie finale, vous voyez que nos bâtiments aujourd'hui tournent entre 10 et 20 kWh final, mesurés sur site. Ce qui est aussi extrêmement important, c'est qu'il faut s'attaquer à l'ensemble des usages. C'est-à-dire qu'on ne peut pas travailler que sur l'aspect chauffage, climatisation, il faut aussi regarder tout ce qui est branché dans la maison. Il serait trop aisé aujourd'hui de dire que le bâtiment est performant si on oublie de mettre la climatisation et qu'ensuite le climatiseur est branché sur la prise dans votre maison. Et vous voyez que là, par exemple, dans le tertiaire, la consommation liée à des climatisations additionnelles, liées à l'usage informatique des centres informatiques dans les immeubles, va emmener les consommations de certains bâtiments de bureaux à 300 kWh primaires. C'est-à-dire pratiquement 10 fois plus
que ce qui est sous le coup de la réglementation. L'autre aspect, ce sont bien évidemment toute l'énergie qui a été nécessaire pour fabriquer les produits de construction. Donc vous voyez, hein, on est sur des énergies qui sont entre 1000 à 2000 kWh primaires par mètre carré, c'est ce qu'il a fallu comme énergie pour construire l'immeuble. Et sur des immeubles de grande hauteur, là j'ai fait le calcul sur un bâtiment d'environ 80 mètres, on est à 4500 kWh par mètre carré, et mes collègues qui travaillent sur ces sujets-là disent que ça double tous les 100 mètres. Donc je vous laisse faire le calcul pour une tour de 800 mètres en termes de charge énergétique pour la construire. Je laisse ça à la postérité. Autre aspect extrêmement important, c'est l'impact lié à la mobilité. C'est-à-dire que si vous décidez de poser votre immeuble à un endroit, vous contraignez les occupants, qu'ils soient travailleurs ou habitants, à se déplacer. Comment se déplacent-ils? Et vous voyez, l'impact en France est extrêmement plus important, puisque entre un déplacement en voiture ou un déplacement en transport en commun, on a un facteur 10. Donc, quand vous posez un immeuble quelque part, cette réflexion de poser un immeuble n'est pas simplement une réflexion sur le petit carré vert, de savoir si vous consommez de l'électricité ou de la climatisation. C'est de savoir quel est votre impact global sur la localisation de l'immeuble. Et ceci nous amène à des travaux que nous menons avec la Commission européenne sur la définition du passeport du bâtiment. L'idée est d'avoir ici, comme vous le voyez sur ce document, une vision dynamique de la consommation d'un ouvrage et de ses émissions de gaz à effet de serre. On le fait ici sur 50 ans. Pourquoi 50 ans? Parce que c'est la durée de vie standard dans l'amortissement comptable tel que défini par les normes comptables internationales. Donc nous nous sommes calés sur la définition comptable et le lien avec la finance est évident puisqu'il s'agit là de connaître les besoins en énergie de l'immeuble en fonction de ses différents usages, en fonction de la maintenance, en fonction éventuellement des énergies renouvelables produites sur place, c'est les petites barres qui sont sous le zéro, et de pouvoir l'impacter sur 50 ans. Donc vous voyez, on passe d'une réflexion statique, comme je vous le disais tout à l'heure, à une réflexion dynamique. En gros, nous étions avant sur une vision du monde et de l'immobilier avec des photos en noir et blanc, pour passer à des films en couleur en 3D, et c'est bien la réflexion qu'il faut que nous menions, c'est que les technologies de l'information dont nous disposons aujourd'hui vont nous faire changer notre vision des infrastructures urbaines. On passe d'une vision simplifiée, noir et blanc, statique, à une vision dynamique, de haute qualité. Et ça doit nous faire penser et changer nos modes d'intervention, puisque c'est bien la révolution qu'il faudra mener, c'est de changer nos modes d'intervention, changer nos habitudes, et c'est ça qui va rendre nos métiers absolument passionnants tous ensemble. Vous voyez, on est aussi capable de travailler sur la gestion de l'incertitude. On peut enfin avoir des données transparentes, dans le sens où l'incertitude est connue. On peut donc travailler sur des visions dynamiques. On peut travailler sur des visualisations de ce type, comme à Sydney, où on peut donc mettre à disposition du public la visualisation de la consommation énergétique de bâtiments, ce qui a un impact immédiat sur le propriétaire des immeubles. Mes collègues de Sydney et de Lendlease qui m'ont montré ça, je peux vous dire que le propriétaire de l'immeuble avec la barre en rouge a tout de suite communiqué et a tout de suite fait quelque chose pour montrer qu'il n'était pas si mauvais que cela. Ces relevés-là sont des relevés peu coûteux qui sont faits avec des systèmes de redressement satellitaire qui permettent d'avoir des premières appréciations de la consommation sans faire de déplacement dans les bâtiments et sans demander aux gens quoi que ce soit. Donc vous voyez, on a aussi cette capacité d'information qui permet de faire bouger les investisseurs, de faire bouger les méthodes d'investigation et donc de créer une dynamique sur l'investissement. Encore une fois, j'insiste, ce qui fera la réussite de la diminution des gaz à effet de serre et du fait que nous réussissions à être sous les 2 degrés ou les 1,5 degré, ce sera de travailler d'abord sur les formes urbaines, de travailler sur l'économie géographique et de ne pas travailler de manière totalement désordonnée sur un petit peu le bâtiment, un petit peu la consommation, un petit peu le transport. Il s'agit bien, et c'est là un extrait des travaux du GIEC que vous pouvez voir dans leur chapitre dédié aux infrastructures humaines, il s'agit bien d'avoir une approche intégrée. Ce qui ne veut pas dire que le développeur immobilier doit tout gérer. Il doit se poser toutes les questions, de manière à rentrer en conversation avec les autorités locales, avec les habitants, et c'est tout le sujet de notre mouvement
d'intervention, c'est-à-dire qu'on ne change pas radiquer, c'est pas nous, développeurs immobiliers ou investisseurs, qui allons changer seuls l'ensemble. Mais c'est les questions que nous nous poserons et les conversations que nous aurons avec les autorités légales, fiscales et normatives qui feront qu'on arrivera à cette approche intégrée qui permettra réellement de diviser par 4 les besoins en énergie. Et la cerise sur le gâteau, c'est qu'en faisant cela, on est capable de travailler aujourd'hui avec de nouveaux outils de diagnostic territoriaux qui permettent aussi d'avoir une visibilité sur les lieux de création de valeur. Donc d'avoir une meilleure visibilité sur les prises de risque en investissement et sur la création de valeur de long terme. Donc là, c'est des extraits des travaux qui sont menés par le laboratoire de morphologie urbaine, mais il s'agit bien d'avoir cette démarche, analyse d'impact, prospective des scénarios, gestion dynamique des scénarios, de manière à avoir une visibilité sur la création de valeur. Et tout cela au bénéfice des objectifs de développement durable. Donc j'ai mis en surligné l'objectif numéro 11, qui est d'avoir des communautés et des villes durables. Aujourd'hui, vous allez me dire, tout ça, c'est le monde des bisounours, comme le disait Pierre tout à l'heure, c'est bien mignon, mais qu'est-ce qui se passe? Alors aujourd'hui, on est dans un système de désalignement d'intérêts entre les acteurs, qu'ils soient investisseurs, financiers, banquiers, utilisateurs, avec une fragmentation des informations et un désalignement total d'intérêts. Aujourd'hui, on a aussi des problèmes de perception, c'est-à-dire que beaucoup d'investisseurs vont vous dire aujourd'hui, si vous les interrogez, c'est l'extrait de travaux que nous avons fait avec le Green Building Council il y a 3 ans, que vert c'est cher. Si c'est vert, c'est plus cher. Et vous voyez, on vous interrogez, vous faites une enquête chez les investisseurs, on vous dit que ça coûte jusqu'à 30% de plus. Quand vous regardez les faits, vous êtes en fait sur des augmentations de prix qui sont entre moins 0,4, donc on a même trouvé des opérations qui coûtaient moins cher en étant beaucoup plus performantes, jusqu'à 12% d'augmentation pour des bâtiments très performants, c'est-à-dire dits proches d'énergie zéro. Donc on a aussi à régler ce problème, je dirais, qui est absolument pas de la physique ni de la mécanique ou de la chimie, mais bien un problème d'irrationnel. L'être humain a une pensée partiellement irrationnelle, et donc il faut traiter cette partie irrationnelle en donnant envie à nos investisseurs d'aller vers ce type d'investissement et donc de réussir ce déplacement des investissements, comme d'habitude, à de l'investissement plus performant, parce que ce sera plus excitant pour tout le monde. Et pourquoi je dis que ce sera plus excitant pour tout le monde? Parce qu'on va réintégrer dans le triangle rentabilité, liquidité, sécurité, des données complémentaires. Données complémentaires qui vont rendre, grâce à la vision d'investissement responsable, qui vont rendre l'investissement moins risqué. Et tout l'enjeu est là, c'est-à-dire qu'il s'agit bien pour l'immobilier de traduire les données du bâtiment dans des données de prise de décision au niveau des conseils d'administration. Les conseils d'administration doivent être informés de la qualité de performance technique et environnementale du bâti. C'est un extrait d'un rapport que nous avons fait avec le groupe des Nations Unies sur la métrique des bâtiments et des villes durables. Et donc, aujourd'hui, notre travail, c'est de travailler sur la traduction de cette performance immobilière, de cette performance urbaine, dans les modèles financiers. Les modèles financiers, ce n'est pas les techniciens de l'immobilier qui vont les réinventer. Les financiers travaillent avec des modèles. Les modèles peuvent évoluer, mais surtout, nous devons les alimenter avec des informations plus fiables. Et donc, aujourd'hui, il s'agit de collecter des données au plus bas coût possible, d'en évaluer la fiabilité, de les traduire en informations, de manière à avoir une réponse de marché par rapport à une plus faible granulométrie, une meilleure vision des détails qui sont dans les investissements que nous réalisons, dans leur capacité à résister aux risques climatiques, à résister aux évolutions des usages et à résister aux évolutions des besoins des êtres humains qui y sont. Donc je crois qu'aujourd'hui, il s'agit de travailler sur des descriptions de l'immeuble, des performances, des valeurs, et à chaque fois d'y intégrer des éléments de bénéfice. Et donc, bien sûr, ça passe par de la collecte d'informations, ce que nous n'avons pas souvent l'habitude de faire dans le monde urbain ou dans le monde de l'immobilier. Donc, c'est de la collecte massive de données, de l'analyse de données, de la vision de qualification de cette information au bénéfice des acteurs techniques, financiers, risques, assurantiels, puisqu'il s'agit bien de définir des processus pour l'ensemble des acteurs
qu'ils soient banquiers, investisseurs ou assurances, puisqu'il s'agit bien aussi de qualifier le risque de résilience aux événements climatiques. Je vais passer là-dessus. Donc, si vous voulez, aujourd'hui, nous sommes dans un système où beaucoup d'entre nous collectons de la donnée pour la mettre sur le marché, dire ce que nous faisons, ce qui est fort bien. Il faut maintenant passer sur la courbe supérieure, qui est d'utiliser cette information non pas simplement pour la collecter et la mettre à disposition du marché de manière à savoir si nous sommes meilleurs, moins bons que les autres, mais bien pour la mettre en œuvre dans le management de la décision qui est prise au niveau des comités d'investissement. Aujourd'hui, un comité d'investissement ne doit plus traiter le risque climatique, le risque énergétique lié à l'obsolescence d'un bâtiment comme un sous-produit. C'est le cœur de son métier parce qu'on a aujourd'hui l'information qui permet de faire de la différenciation par rapport à la création de valeur d'un objet immobilier. Et donc je vous laisserai là parce que j'ai mis cette citation d'Edgar Morin parce que je pense qu'aujourd'hui il faut des généralistes, des spécialistes. Il s'agit bien d'attaquer la complexité du monde. Il faut beaucoup de spécialistes, mais il faut des gens qui soient capables d'intégrer ce que sortent comme information les spécialistes pour les remettre dans des échelles plus macro, de manière à avoir des prises de décision qui soient mieux éclairées. Je vous remercie pour votre attention.